cher Hervé, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de te recevoir, ici chez Liv, à l'occasion de ton départ à la retraite de Rallye où tu as un peu mené une longue carrière, de directeur juridique. Alors nous allons revenir, au fur et à mesure de cet entretien sur les différentes étapes de ton parcours. Et finalement pour répondre à, cette question: comment devient-on directeur juridique? Est-ce que c'est le fruit d'un choix clair, dès le départ, d'une vocation, finalement aussi peut-être, des hasards de la vie? Hem, Ce qu'on peut se dire pour, préciser un peu cette question, c'est, est-ce que tu as hésité entre ça, par exemple, le métier d'avocat qui est quand même, proche, ou bien, non? Et en fait, la première question, c'est comment cette histoire a-t-elle commencé? Alors, tout d'abord, merci Louis pour ton invitation. Ça fait plaisir de se retrouver ici et avec toi. Alors là, oui, le début de cette carrière, bah, il y a toujours un petit peu de volonté dans certaines choses et de hasard aussi. En fait, tout au début après mes études classiques de lycée, je n'ai pas voulu reprendre des études tout de suite. Donc, je suis parti dans un autre domaine et j'ai travaillé dans l'hôtellerie principalement pendant 2 ans et ensuite j'ai repassé mon bac parce que j'avais pas eu pour ça j'étais aussi parti, mais si je l'avais pas eu, c'est parce que j'avais pas travaillé, il y avait pas de voilà et j'avais pas la vocation à travailler tout de suite à cet Ouais, âge-là. C'est un petit peu le tu te sentais pas mûr pour, pas mûr, voilà, j'ai pas ouais, envie, bon, c'est ce qu'on fait quand on est jeune, on suit un peu ses idées et je me souviens après avoir travaillé dans l'hôtellerie, j'ai quand même redécidé de reprendre mes études. d'accord. J'ai passé mon bac, avec le Centre national d'enseignement à Ah distance, oui, oui. CNED. Mmh. Je l'ai fait pendant mon service militaire où, comme j'avais fait l'hôtellerie, ils m'avaient mis OS et j'étais barman et D'accord. donc j'ai beaucoup apprécié et ça m'est resté ensuite, cette idée du CNED parce que les professeurs qui sont là, on recevait les cours par courrier, il y avait Oui, oui. pas d'internet à l'époque et les professeurs qui sont là sont vraiment super parce qu'on est tout seul et on est vraiment, très bien aidés. C'est des gens qui savent tenir compte de ça. Je trouve que c'est quelque chose de très bien et je crois que ça m'est arrivé d'avoir été interrogé, par Paris 2 à un moment donné quand j'étais à la FJE pour de l'enseignement à distance qui se faisait aussi pour le droit où il y avait un projet, il me semble, d'enseignement à distance et Ouais, je crois que j'avais rappelé ça à la personne qui m'avait interrogé. d'accord. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui permet à des personnes qui ont fait des choix qui sont peut-être, pas sur lesquels ils veulent revenir, de retrouver des chances et des opportunités et j'ai trouvé que j'ai un très bon souvenir de l'aide et je me souviens avoir remercié chaleureusement les professeurs quand enfin j'ai eu ça. Alors dans la foulée, je m'étais dit, bon, j'étais un peu des idées de jeunesse aussi, je vais faire Sciences Po, Aix-en-Provence, c'est bien, j'ai passé le concours d'Aix-en-Provence, je suis parti à Aix-en-Provence et quand je suis, inscrit, à la rentrée d'Aix-en-Provence, ils m'ont dit: «Vous savez, à côté», à l'époque, Sciences Po, l'IEP, c'était trois ans, Ouais. Ouais. maintenant c'est plus avec le format LMD et donc ils m'avaient dit: «Vous savez, à côté, c'est bien de faire quelque chose d'autre, à la fac». Alors je dis: «Ah, je vais peut-être faire, éco». J'aimais bien l'éco. Donc je suis allé à la fac d'éco. Ils m'ont dit: «Écoutez, les inscriptions sont fermées, c'est trop tard. Allez voir en droit, ça doit encore être ouvert». C'est le droit Ouais, par défaut. voilà et c'est arrivé en droit comme ça et j'ai bien aimé. En fait, on découvre je me souviens que quand on commence les études de droit, c'est très compliqué parce qu'on connaît pas les matières. On doit choisir Oui. des TD, on doit choisir et les titres, ne nous disent rien. En fait, on sait pas Oui, quand on bien sort du sûr. lycée ou du bac et quand j'ai relu beaucoup plus tard, le bouquin de Christophe Jamin sur la cuisine du droit, Ouais. où il réexpliquait, pourquoi l'étude de droit était comme ça, pourquoi on faisait les commentaires d'arrêt, pourquoi on faisait 100 première année, 100 deuxième année et cetera. Je me suis aperçu qu'en fait, c'était quelque chose aussi qui était pas très bien expliqué et lui le décodait parce qu'il voulait présenter après derrière un autre modèle. Donc voilà, j'ai fait mes études de droit après et j'ai bien aimé le droit. Alors j'aimais bien le droit public, je trouvais que c'était très clair, très net, très carré. Mais je me suis dit: «J'aimerais bien quand même travailler, en entreprise ou pour les entreprises ou pour le droit des affaires». Donc je me suis orienté après, à la licence, en droit privé. Après, alors avocat, pas avocat, moi j'avais commencé à faire l'école du barreau, mais, j'ai été embauché à ce moment-là, donc, j'ai arrêté. J'étais dans un cabinet de conseil juridique à l'époque Ouais. et puis, j'ai trouvé que c'était bien, j'ai bien aimé. Conseiller les clients avec des métiers très différents, je trouvais ça très bien. J'avais en plus la chance d'avoir un excellent, patron, en fait, quelqu'un qui connaissait très bien son métier, qui m'a
vraiment, qui a été une bonne expérience. Je pense que c'est très important, c'est ce que je dis souvent aussi, d'avoir des bons premiers patrons parce qu'on a la méthode, on a des choses comme ça. Et puis après j'ai été, contacté pour travailler en entreprise. Donc je suis rentré 3 ans après, en entreprise. C'était juste l'année où il y avait les fusions de conseils juridiques et d'avocats, hein, Ouais. 91. C'était 92, enfin le temps que la loi passe et cetera, je pense. Et non 91. Et puis je suis rentré en entreprise où on m'avait dit: «Vous avez fait beaucoup de M&A, de fusion, Ouais. de droit des sociétés. Ici, on n'en fera pas, vous verrez». Puis le temps que je finisse mon préavis où j'étais dans le cabinet et que j'arrive là, je suis arrivé à 9 heures et à 10 heures, j'étais sur une fusion. Donc j'ai recommencé le droit des sociétés et donc j'ai commencé comme juriste, également encore avec quelqu'un qui m'a beaucoup appris à la fois sur le droit et sur la façon de travailler, sur comment présenter ses arguments, présenter ses dossiers, négocier et cetera. J'y ai passé une dizaine d'années et là, j'ai bien aimé parce que, en fait, c'était ce que je recherchais dans l'entreprise. Alors, c'était une entreprise qui donnait beaucoup de, délégations à ses cadres, ses Ouais. salariés, à tout le monde aussi d'ailleurs, et il y avait beaucoup de responsabilités et en arrivant, j'ai fait le droit des sociétés. Ensuite, on suit l'activité de l'entreprise. Donc, par exemple, l'entreprise s'est développée en immobilier, j'ai fait l'immobilier. Après, il y avait des contrats de propriété intellectuelle et des dossiers de contrefaçon, j'en ai fait beaucoup. Ensuite, en 96, il y a une loi que tu connais peut-être, c'est la loi Galland. Donc, j'ai dû Ouais. expliquer aux acheteurs que ça changeait. On Ouais. fait les CGV, CGA. C'était un groupe de distribution. Et puis après, il y a eu, je pense qu'il y a eu beaucoup d'autres domaines, oui, du droit industriel pour les entrepôts, les convoyeurs, l'informatique. Et je trouvais que c'était intéressant de changer énormément de matières. Parce qu'en fait, c'est passionnant en fait de rentrer dans des sujets. On négocie aussi, on négociait les contrats, les baux, les contrats avec les marques, également. Et puis après l'entreprise s'est développée à l'étranger. Donc j'ai participé, à l'ouverture des filiales étrangères. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on se revoit avec le responsable qui est responsable de la BU et puis, on l'accompagne. En fait, on fait pas que du droit dans ce cas-là parce qu'on aide un petit peu sur tout. Donc je me souviens être allé avec le responsable. On avait développé en Allemagne, en Turquie, dans les anciens pays de l'Est, aux États-Unis, et donc on arrive, je me souviens avoir négocié les droits de douane à l'époque avec les douaniers américains qui sont extrêmement compétents et puis on participe avec lui au choix du siège social, au contrat sur place, aux embauches. On donne un avis, donc c'est un peu plus large que le droit, c'est bien. Et puis après, au bout de tout ça, il y a une restructuration à laquelle j'avais participé qui a fait qu'on a une holding qui devait faire de la développement externe et dans le développement externe, je suis devenu à ce moment-là, responsable directeur juridique et c'était plus pour des acquisitions de sociétés, donc c'est un autre registre, mais c'est très intéressant quand on a fait beaucoup d'exploitation en quelque sorte. Quand on rachète des sociétés, elles étaient étrangères, mais je vois qu'elles avaient les mêmes problèmes que la nôtre, les mêmes les organisations que j'arrivais à lire parce que soit elles étaient identiques, soit elles étaient, un modèle différent, mais ça donne une référence. Et puis, là, c'était les acquisitions, les négociations, les banques et la restructuration des acquisitions financières faites avec les banquiers et c'était très intéressant aussi. Et voilà comment je suis devenu directeur juridique à partir de ce moment-là. Voilà. En fait, un parcours extrêmement varié et finalement, c'est ce qui t'a plu, Oui, d'ajouter des expériences différentes, dans les domaines les plus divers sans idée préconçue. Tu n'as pas décidé un jour de travailler non. dans tel domaine, dans tel domaine. Alors si j'en reviens, parce que quand j'ai vu ton CV, si j'en reviens au diplôme, j'ai vu que tu avais passé, je crois que tu es originaire du Nord, Oui, hein? je suis Roubaisien. Heu et tu avais passé une maîtrise de droit des affaires à Paris 2, Mmh. une maîtrise en histoire de l'art à la Ouais, Sorbonne, ouais. un DEA droit privé à Lille, Mmh. un LLM à Londres et un MBA à l'ESCP. Ouais. Et tu as fait ça, comment? Dans la foulée ou? Pas dans la foulée. J'ai d'abord fait des études de droit complètes avec le DEA, enfin, c'était ce qu'il fallait faire à l'époque, Ouais, DEA, qui est maintenant le master 2. Et puis après, quand j'ai travaillé la première fois, j'ai eu ma nomination comme directeur dans la holding pour les questions juridiques. Le secrétaire général m'avait dit: «Ce serait bien que tu fasses un MBA, ah oui, ça va t'aider pour» alors en fait, j'ai trouvé que c'était bien parce que ce que j'avais appris sur le terrain, financièrement ouais, notamment ou ouais, industriellement, c'était mis en ordre. Donc j'ai bien aimé cette façon d'accord. de L'expérience d'abord et la voilà formation et la après la pour formation, voilà, mettre de l'ordre dans tout qui ça. remet les choses en ordre.
Et D'accord. le LLM à l'époque, je l'avais fait aussi parce que on travaillait beaucoup. Les acquisitions se faisaient dans une des sociétés où je travaillais par la filiale anglaise, j'étais souvent à Londres. Et je m'étais dit, bon, c'est pareil, on travaillait le droit anglais, je trouvais qu'il était très différent. Puis les droits, oui, anglo-saxons sont très différents. Oui. Dans les cabinets, quand il y a les interruptions de séance ou quand on attend que les actes soient imprimés, on discute de nos droits respectifs et je trouvais que c'était intéressant. Donc ça, je l'ai fait également, plus pour remettre aussi de l'ordre dans les idées que j'avais. D'accord. Et je l'avais orienté sur l'arbitrage, Et tu travaillais particulièrement. déjà Je en travaillais entreprise? déjà. Tout ça, Ouais, c'est tout à fait. pendant que tu travaillais, Ouais, d'accord. ouais, OK. ouais. Et alors, tu dois être un des seuls directeurs juridiques à avoir une maîtrise d'histoire de l'art et l'histoire de C'est l'art là-dedans, c'est L'histoire de pourquoi? l'art, c'est venu, plus par un goût personnel Ouais, et puis j'avais commencé par faire des cours, à l'école du Louvre et oui, je trouvais que c'était bien, mais j'avais pas pu passer les examens et donc après je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit: «J'aimerais bien quand même aller plus loin dans ce domaine» et je l'ai passé, en m'organisant, en fait, je pense que quand on fait beaucoup de choses, on on peut peut en en faire faire plus? énormément et ça m'est arrivé, j'avais des collègues parfois qui étaient absents pour différentes raisons, donc on récupérait des dossiers. Je me suis aperçu qu'on devient de plus en plus organisé quand on a de plus en plus de choses à faire. On va de plus en plus vite et bon après avec l'expérience, on travaille vite aussi, je pense et j'aimais bien et en fait l'histoire de l'art, ça m'a un peu aéré en quelque sorte. Ça m'a Oui. redonné du goût à un moment de revenir vers le droit un peu plus a après avoir vu autre chose et c'était intéressant, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Alors si je reviens maintenant là, à ta carrière, professionnelle, là aussi, une expérience très, très variée entre, différents grands groupes, du secteur textile à la distribution spécialisée, en passant aussi par la grande Ouais, distribution. Tu as travaillé à La Redoute, Redcats, évidemment. Pimkie Orsay, Euris, avant de finir comme directeur juridique, Je du râle. groupe, Rallye. Alors, la question, elle est simple, elle est compliquée. Comment accède-t-on à une telle fonction? Comment es-tu devenu directeur juridique? Voilà. Alors, directeur juridique, en fait, d'une part, déjà, il y a les secteurs, en fait. Quand on est dans la distribution, bon, c'est peut-être un peu dommage, mais les cabinets, notamment français, appellent des personnes de la distribution pour la distribution. Je pense que si j'avais voulu aller ailleurs, ça aurait été plus compliqué, Ah oui, oui. mais ça n'est pas totalement impossible parce qu'il y a des secteurs proches. Par exemple, la distribution peut exister dans d'autres domaines que la grande distribution. Mais généralement, il y a une sorte de facilité à prendre des personnes qui sont, complètement prêtes à pouvoir, moi, ça m'arrivait parfois dans des négociations de reprendre des choses, le la rédaction d'un contrat sur place. Je voyais tout ce qui se passait, je voyais qu'on pouvait faire c'était la même chose, qu'on pouvait le faire dans les 5 minutes où on était là. Ouais. Donc c'est vrai que par rapport à d'autres secteurs et j'aimais bien la distribution parce qu'en fait, le ce qu'on a enfin, quand je parle de la distribution, c'est plus mass market, c'est des choses qui ont une influence sur tellement de monde et qui sont très largement répandues que c'est très intéressant parce que tout ce qu'on fait, a des gros effets, en fait. C'est des gros chiffres d'affaires, Ouais. c'est des nombreux clients, c'est de nombreux magasins, c'est dans toute la France ou dans plusieurs pays Ouais. et je trouve que ça avait un côté très intéressant parce que, quand on parle avec les différentes c'est aussi l'avantage d'entreprise, avec les gens du marketing, avec les gens de l'industrie, avec, les différents acteurs de la société, on voit que tout ce qui est fait se démultiplie très vite et je trouvais que c'était intéressant. Alors après, de la distribution de Red Cat, je suis passé chez Pimkie où c'était Pimkie Orsay, je m'occupais du groupe, global, il y avait 4 enseignes à l'époque et plutôt de l'international. Donc là, j'ai Mmh. fait, de la réorganisation, des activités européennes, réorganisation du sourcing en Asie, sourcing en Afrique du Nord et sourcing en Europe de l'Est. C'était très intéressant parce que c'était des opérations qu'on devait faire assez vite et très liées à l'activité. D'ailleurs, j'ai travaillé avec la directrice de l'organisation, je me souviens et c'est très bien parce qu'en fait, on peut joindre les impératifs juridiques avec les impératifs d'exploitation. Notamment, Mmh. par exemple, quand on a des bureaux de liaison dans des pays qu'on les transforme en filiales, il faut que tout ça se fasse très vite pour les paiements, les échanges, parce que c'est des gros volumes, c'est des délais et cetera et je trouvais que c'était très intéressant. Donc voilà, après j'ai été contacté pour travailler chez Euris et chez Rallye et donc là, c'était plutôt le côté alimentaire, mais il y avait aussi de l'activité avec Gosport et d'autres sociétés, non alimentaires et là, c'était très intéressant aussi pour, la qualité des dossiers qu'on Et avait. là, tu as dû assister à la montée en puissance de la grande distribution, au renversement un peu du rapport de force entre les offreurs et les distributeurs.
à tous ces combats, ces négociations entre la grande distribution et les fournisseurs. Tu as dû assister à tout ça. Oui, Et qu'est-ce que tu en ça, c'est une expérience, rare oui, oui. et qui Non, a dû te marquer? oui, oui, ça marque, mais c'est très compliqué parce que, enfin, moi, de mémoire, parce qu'après j'ai un peu quitté ce domaine-là pour être plus en holding, mais quand on travaille sur ce domaine-là avec les fournisseurs, d'abord, il y a des fournisseurs très différents. C'est entre l'alimentaire, le non alimentaire, etc. Il y a des relations qui sont parfois très, très solides, très ancrées, où ça se passe bien, où on travaille en bonne coopération. Il y en a qui sont vraiment extrêmement tendues. Oui. Je me souviens personnellement avoir vécu des négociations où j'étais tendu en sortant et j'étais même inquiet pour celui qui repartait. Parce Ouais. que c'était très tendu, quoi. Quand j'ai inquiet parce qu'il reprenait sa voiture et cetera, on se dit c'est très, c'est des négociations dures, hein, par ça Mmh. je dis pas qu'il y avait tort ou raison, hein, je dis simplement c'est tendu, heu et à côté de ça, je me souviens aussi qu'on avait quand même une pluie de textes, en fait, ce que je me disais souvent: «Ce que les textes visent ou ce que les commentaires disent, je ne le retrouve pas dans mon métier». Je ne sais pas ce que c'est. C'est vrai? Oui, c'est des C'est intéressant. sortes d'élucubrations, on ne sait pas quoi en faire et quand on en parlait avec l'avantage de travailler avec des acheteurs qui sont vraiment très expérimentés et bah, on ne voyait pas ce que ça voulait dire, qu'est-ce qu'on allait faire de ça et c'était quand même embêtant parce qu'il y avait parfois une sorte de bulle de réflexion qui se développait, qui pouvait attirer un juge moins informé et on se demandait comment gérer ces dû à la qualité très très relative des textes, à leur nombre, aux changements qui faisaient qu'on n'avait pas le temps de savoir comment ça se passait et heu, oui, c'était, cette série de textes, c'était incroyable parce que ça partait toujours du principe, bah, tu le sais, ça part du principe, il faut faire quelque chose, la grande distribution, a tort. Après, en travaillant un peu, ils s'apercevaient que ça n'allait pas non plus. Que de toute façon, tout n'est pas, aussi, binaire que ça. Il Ouais. y a Mmh. beaucoup de différences selon les secteurs, les activités, les entreprises, et cetera et donc après, on en arrivait à des choses où contrairement à ce qu'on apprend en droit où il faut faire des choses générales, on rentrait dans un degré de précision qui faisait que parfois c'était, inadapté. On le sait, hein, comme par exemple, c'est des règles qui ont été faites pour la grande distribution, qui ont servi ensuite à d'autres secteurs où ça n'avait pas du tout d'écho, ça ne correspondait pas. Donc je me souviens qu'on passait beaucoup de temps à expliquer ça aux acheteurs, à travailler avec eux, collaboration. Parfois, je me souviens avoir travaillé franchement aussi assez, à la compréhension des textes avec les fournisseurs. L'alimentaire est plus dur que le textile, ça c'est sûr, mais les groupes sont gros des 2 côtés, hein, c'est Et avec le recul, est-ce que, tout ça, ça avait un sens, toute cette, succession de législation, de non. réglementation? Est-ce que c'est pas finalement une perte de temps? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux, faire tout à fait autre chose, balayer tout ce droit pointilliste qui finalement, filtre le moustique mais laisse passer, le chameau? Oui, oui, Est-ce qu'il y a pas de ça, un peu un caractère vain de tout ce travail qui est énorme en plus, ouais. Oui, c'est législatif? énorme parce qu'après ça a imposé énormément oui, le travail législatif et après le travail de l'autre côté, pour De mettre tout ça Ouais. en alors non, je pense que Qu'est-ce qu'il faudrait faire? ouais, en réfléchissant Ouais. le plus possible là-dessus, j'ai vu que quand même ça fait depuis 96 qu'on a des textes qui passent, qui passent, qui passent. 2019, il y a une accalmie, on est arrivé à quelque chose à peu près, L'équilibre. Mmh. équilibré et hop, c'est reparti après Ouais. sur, une nouvelle fois, une sorte de logorrhée législative et après donc moi je pense qu'en fait, s'il y avait une notion parce qu'en fait tout ça quand on regarde de loin, c'est que des problèmes d'abus. Oui. C'est que des problèmes d'abus. Ouais. Donc si on disait au juge, en faisant confiance au juge, on doit sanctionner l'abus, Ouais, peut-être que ce serait suffisant et que ça mettrait des et on laisse choses, la liberté aux aux opérateurs et puis on personnes ce qu'ils voit veulent. après ce Voilà, que ça a donné comme voilà. résultat. Alors on fait en sorte qu'on puisse mesurer l'abus, Oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on ait des éléments pour, voir comment ça se passe ou voir s'il y a vraiment abus ou pas abus. Mais à partir de là, ça suffirait parce que quand on regarde le code de commerce, si c'était enfin c'était anormal, on n'arrivait plus, hein, c'était ouais, ouais, ne serait-ce que la fameuse facturologie de Moucheron et cetera. incroyable, Oui, les incroyable. factures bah et puis, avec tout ce qui se passe dans la distribution, avec le moment des achats, le moment où ça se passe, bah, c'est ce que je disais, c'est des secteurs mass market, on ne sait pas comment un produit va passer, comment ça se passe, qu'est-ce qui va
comment il va se vendre, etc. C'est pas toujours facile à définir. Oui, oui, bien sûr. Donc il faut laisser de la souplesse. Et puis après, ça crée aussi des différends par rapport à d'autres pays aussi ou d'autres concurrents, Oui, je trouve. bien sûr. Donc moi, je me suis dit que la seule solution, ce serait simplement de mettre l'abus au centre de tout ça et de Ouais, peut-être dire au juge, bah, vous appréciez, on vous donne des moyens de lire s'il y a abus ou pas, ouais, et puis les parties s'arrangent, quoi. ouais, ça paraît clair. Alors, autre facette, de ta vie, c'est ton investissement dans les associations professionnelles, dans des choses, plus dans l'intérêt de la profession et pas simplement, pour ton travail, personnel. Tu as été, président de l'AFJE, l'Association française des juristes d'entreprise, la plus grande association de Oui. juristes d'entreprise en France, 7 000 adhérents. Donc là aussi, ça a dû faire une expérience tout à fait, particulière. La question, est-ce que d'abord, comment tu as vécu ce moment qui a été très important, je pense est-ce que tu as mené des grands combats pour la profession? Est-ce que, tu as eu, des succès dans certains domaines? Ou est-ce que finalement, on ne peut pas changer grand-chose, il faut vivre avec les structures existantes? Comment ça s'est passé ce temps, Alors c'était, oui, alors, On reste combien de temps d'ailleurs président de la il n'y avait pas de, Il y a pas il y avait pas de de on peut vraiment se de rep règles précises, ouais, d'accord. mais j'y suis resté de 11 à 14, je pense, oui. Ouais. Et donc j'étais membre de la FJE, j'y suis rentré par, bah, je faisais beaucoup de fiscalité aussi à un moment donné, donc je suis rentré par une commission fiscale où on pouvait travailler sur des sujets, fiscaux. Et là, j'étais juste adhérent et je participais à des Ouais. manifestations. Alors ensuite, à un moment donné, bah, je pense que c'est à des moments dans sa carrière où on maîtrise assez bien son métier. On peut se dire, j'ai vu, enfin, certaines choses, je peux peut-être apporter de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait, quelque chose à la profession en général. Donc en fait, j'étais rentré au conseil d'administration de l'EVIE, j'ai été nommé président et enfin, je pense que pour le faire, il faut avoir 2 choses. On doit surtout pas le faire pour soi, parce que d'abord, Mmh. ça prend du temps et ça peut être, défavorable à son travail parce qu'on est quand même très pris. Et par ailleurs, ce qu'il faut, c'est avoir vraiment des idées, de ce qu'on veut faire, de les présenter pour dire, voilà ce que je voudrais, faire. Et puis également, le faire pour l'association. On va vraiment toujours intervenir pour les juristes, pour les défendre, pour les faire connaître, pour, les promouvoir. Parce que c'est un métier en France qui a quand même du mal à s'imposer. Maintenant ça vient, c'est bon. Mais, au début, c'était pas si évident que ça. Ouais, Je me souviens d'avoir parlé avec mes prédécesseurs comme Pierre Charton ou Sandrine ouais. Hoffmann. Il fallait quand même encore se battre, Pour asseoir le pour juriste asseoir le juriste d'entreprise. comme même jusqu'à comme un bon technicien déjà, comme Ouais, au début, ouais. et puis après comme quelqu'un qui avait un rôle tout à fait, heu, utile et important dans l'entreprise, hein, surtout qu'en France, il y avait pas la même culture que dans d'autres pays sur la place du juriste, hein, Ouais, donc c'était un peu différent. Enfin moi, j'ai toujours été dans une entreprise où le droit avait sa place et j'ai jamais eu de soucis là-dessus, mais je sais que pour certains, c'était difficile. ouais. Donc en fait, je pense qu'il faut arriver avec des idées, avec, et envie de défendre sa profession. Alors moi, ce que j'avais fait principalement, j'avais travaillé sur la formation, j'avais travaillé sur l'international, beaucoup ouvrir la FJE sur l'international. J'avais fait venir le président de l'ABA, James Hiltonat, à l'Assemblée, le président de la Law Society. On avait fait des liens avec le Canada. On avait Philippe Cohen qui avait été, Ouais, nommé comme président de l'ECLA, ouais. l'association européenne, qui est aujourd'hui présidée par Stéphanie Fougou. Et puis, et on avait développé beaucoup de liens parce qu'il y avait aussi matière à regarder ce qui se faisait ailleurs pour expliquer comment ça se passait en France. Je sais que les Canadiens me disaient tout le temps: «Mais où est le problème pour vous de ne pas être avocat en entreprise ou, juriste protégé?» Parce qu'il y Oui, avait cette question-là derrière. oui, oui. Donc après, il y avait la formation parce que les juristes, j'ai toujours dit, on est dans la distribution, en étant dans la distribution, le droit, c'est un produit, hyper frais, quoi. Ça change à une vitesse pendant qu'on parle. Il y a des jurisprudences qui sortent, c'est plus que les ingénieurs peut-être et plus que les médecins. Il y a des choses qui changent sans arrêt, donc la formation est très importante et tu le sais, tu es bien placé. On doit vraiment se tenir informé, Ouais, avoir rapidement accès à l'information, trouver des moyens rapides et qui nous font pas perdre de temps, et la formation pour ça, c'est vraiment très important pour nous. Donc on avait lancé le campus AFJE avec Jean-Charles Savouret, et puis après,
Oui, il y avait aussi aider les juristes dans leur carrière et les aider aussi à se vendre, Même à retrouver un poste, alors c'était vous êtes surtout allé pas juste retrouver un poste, mais non? plutôt à trouver les bons arguments, à D'accord, faire, son CV, à faire l'analyse de son d'accord. poste, à se développer sur d'autres parce que les juristes au début, en fait, dans les premières années, ils sont obsédés par le droit Mmh. et après ils comprennent qu'il y a d'autres choses à côté qu'il faut développer. C'est des compétences en négociation, en informatique, en différents domaines, D'accord. qui sont très, très en expression, en beaucoup de choses parce qu'il faut convaincre, on passe beaucoup de temps à convaincre. Mmh. Moi, je disais tout à l'heure à des collègues qui si tu convaincs pas que tu as une très bonne consultation, un très bon avis, il va pas passer, ça va être catastrophique. Il faut vraiment, travailler là-dessus. Donc, on avait développé toutes ces choses-là avec la vieux. Je trouvais que c'était très intéressant de défendre la profession, de la promouvoir. Ça c'est, je pense qu'il y a eu des progrès qui se sont faits naturellement par le développement de la profession, du nombre, des compétences, par le passage aussi des avocats à l'entreprise, de l'entreprise aux avocats. Et puis, le rapprochement aussi avec l'enseignement et les professeurs de droit, on a fait beaucoup, aussi bien aussi les professeurs de droit de l'université que ceux de Sciences Po, de l'EDEC, Ouais. de l'ESSEC. Hem, on a essayé de créer tous ces liens pour que cette communauté de juristes soit reliée le plus possible, à tout son monde qui est nécessaire de D'ailleurs, j'ai vu dans ton CV que, tu as présidé le Conseil national du droit. Donc ouais, c'est un peu ce qui regroupe, l'ensemble des professions et c'est très peu connu. c'est peu connu. Qu'est-ce qui se passe dans ce Conseil national du droit? Quelle est sa fonction, son objet, ses objectifs? Alors le Conseil national du droit a été créé par Didier Truchet, que tu connais Oui, certainement, que c'est hein, Paris 2. bon ça Et pareil, le professeur Tessier aussi. oui, Et puis, ça avait pour objectif alors quasiment toutes les professions du droit, c'est le seul lieu, à ma où connaissance, elles sont toutes les professions du droit y étaient, jusqu'au commissaire de police, d'accord, au enfin vraiment, tout métier qui pouvait avoir une place importante dans le droit. d'accord. Et donc il y avait les professions et les enseignants. Les enseignants, les universités, voilà. Et donc le but, c'était de travailler aussi sur la formation. Je trouvais que c'était très intéressant. C'était ça, je parlais de la cuisine du droit de Oui, Christophe Jamin. ouais, C'était aussi les réflexions sur l'enseignement, apprendre la déontologie à l'université, essayer il y a eu quand même il y a vraiment eu, d'ailleurs pas quand même, il y a vraiment eu beaucoup d'efforts à l'université avec les écoles de droit, avec oui. l'MBA, on avait participé ensemble au MBA de Paris 2. Pour, offrir aux étudiants, et une formation juridique et aussi les aider, par exemple, aussi, je crois qu'à Paris 2, il y avait quelque chose pour ceux qui il y avait des difficultés, Bien sûr, un parcours réussite parcours pour les remettre réussite, à niveau. voilà. Ouais, Et je trouve que tout ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment aider, c'est très, 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 très bénéfique. Donc avec le Conseil national du droit, il était sous l'égide du ministère de la Justice et du ministère de l'Enseignement supérieur. d'accord. Et quand j'étais on avait travaillé avec Thomas Clé sur les problèmes aussi de formation à l'école d'avocat. Bon, il y avait pas mal de choses, c'était très intéressant et d'un très, très bon niveau. Moi, j'ai beaucoup eu de plaisir à y être et de rencontrer tous les gens qui y étaient. En tout cas, même si en fait, quand on se rencontrait, on parlait de tout. Je parlais beaucoup, des problèmes de confidentialité avec Ouais, les avocats qui étaient présents là-bas. Et donc le Conseil national du droit, après, a été transformé maintenant en une instance un peu différente, mais qui a repris, normalement vie et qui, parce que tu sais, ce sont des organisations l'État avait beaucoup de comités. À un moment donné, oui, l'État a été annulé, il a fallu les recréer, donc il a été recréé. Voilà. Mais c'est une très bonne instance, d'échange et de d'accord. connaissances. Alors, aujourd'hui, tu es, vice-président de l'AFEC, l'Association française d'études de la concurrence, qui regroupe, à la fois du jeu d'entreprise, des avocats, des magistrats, et cetera, des professeurs, dans le domaine dans ce domaine, et d'ailleurs même un prix de l'AFEC Oui, pour une thèse de concurrence et tu es aussi président de la chambre arbitrale de la grande distribution. Alors ça, c'est une oui, nouveauté. Est-ce que oui. tu peux nous en dire un mot? Oui, volontiers. Alors, la chambre d'arbitrage de la grande distribution, c'est une idée que j'avais qui est née, de mes expériences dans les différentes entreprises où j'étais, où j'ai vu des arbitrages, on a eu des arbitrages, de toutes sortes, de toutes natures, internationaux, français, différents types. Et je m'étais aperçu que j'avais souvent des personnes qui, me posaient des questions sur des problématiques de distribution dans le cadre d'arbitrage qu'elles avaient. Bien sûr, elles ne me disaient pas de qui il s'agissait, mais posaient une question neutre sur: «Comment ça se passe ça? Est-ce que c'est vrai que c'est comme ça, comme ci?» Je me suis dit: «Il y a beaucoup d'arbitrages, il y a des gens qui les ont, mais qui ne sont pas toujours au courant de comment ça fonctionne, la distribution ou le droit de la distribution», parce qu'il est quand même assez compliqué. Et donc je m'étais dit: «Ce serait bien, qu'il y ait une chambre, d'arbitrage dédiée à la grande distribution».
Donc j'y ai réfléchi. J'avais commencé à y réfléchir, avant la fin de rallye, mais bon après les choses ont fait que j'ai plus eu le temps de m'en occuper. Je m'en suis occupé après et j'ai cherché comment la faire. Alors j'avais rencontré, en fait, j'ai travaillé avec plusieurs personnes, avec Franck Tassan que j'avais connu comme directeur juridique de Carrefour et avec qui j'ai testé l'idée, on a échangé et puis après j'avais parlé avec Muriel Chany que tu Ouais. connais qui, Professeur de droit. professeure de droit, spécialisée en droit de la concurrence, qui m'a donné aussi ce qu'elle pensait et à partir de là, on a fait un petit avec Jean-Louis Fourgou ensuite Ouais. et Daniel Dion, on a fait un petit groupe de ce qu'on appelle les petits fondateurs, pas les petits, les fondateurs, de la chambre pour voir comment elle fonctionnait, comment on pouvait la faire fonctionner. C'est médiation et arbitrage. D'accord. Alors j'ai cherché pour héberger cette, institution. J'en ai reparlé aussi avec Guy Gras d'Yves Rocher qui, à l'époque m'avait donné une idée de contacter la SAIP. SAIP, c'est la Chambre d'arbitrage internationale de Paris, qui est une D'accord. chambre qui a été créée presque en même temps que la CCI à Paris par, une compagnie je pense que c'est, Louis Dreyfus à Oui. l'époque, pour les grains, pour toutes les D'accord. commodities Ouais. et en fait, c'était un secteur qui était pas très loin de la grande distribution alimentaire, en tout cas, parce que c'était déjà dans l'alimentaire et j'ai rencontré, je suis allé voir Baudouin Delforge, le président, et son secrétaire général Arnaud, Puich et je leur ai expliqué mon projet et ils ont dit qu'ils étaient d'accord pour, qu'on fasse ça ensemble. Donc la chambre, elle existe, comme une association à part, avec son conseil d'administration tout à fait indépendante de la chambre, d'arbitrage international de Paris, mais elle s'appuie sur la SAIP pour la logistique, les services, et d'ailleurs pas très loin d'ici puisqu'elle est avenue Pierre Ier de Serbie et donc on a décidé que cette chambre d'arbitrage, elle avait, à la fois, vocation à traiter tout ce qui était litige entre distributeurs, mais Mmh. aussi, bien sûr, entre distributeurs et fournisseurs D'accord. et la médiation, idem. Alors on a fait un conseil d'administration dans lequel on a à peu près mis autant de distributeurs, d'origine que de fournisseurs. Il y a Jean-Luc Belin de L'Oréal, il y a Laurence Paquet, qui est dans l'immobilier, il y a Marie Evin qui est dans la distribution numérique chez Cdiscount, il y a Muriel Zenako et puis, Sophie Perrin pour la partie fournisseur aussi et puis après il y a deux avocats, un qui est spécialiste en droit de la distribution et de la concurrence, c'est Jean-Louis Fourgou, Oui. voilà, réputé et puis le deuxième, c'est Daniel Schimmel qui est spécialiste d'arbitrage, qui travaille enfin qui officie à New York et qui est D'accord. vraiment un avocat arbitrage. Après, il y a Juliette Devaux qui est une avocate spécialisée en médiation aussi pour animer la médiation. On va faire des choses avec la médiation. Et puis, on a à peu près comme ça un groupe de travail qui n'a pas vocation à s'occuper des arbitrages, mais à animer la chambre, hein. Il ne sera pas au courant, bien sûr, des arbitrages. Il est uniquement là pour animer la chambre et trouver des idées. Donc, c'est assez agréable de travailler avec toutes ces personnes qui sont des spécialistes de la distribution. Alors, la vocation, c'est tout ce qui est arbitrage en distribution. Ça n'existait pas. Donc, ça, c'est quelque chose de totalement neuf. Mmh. Ça n'existait pas. Il y a des chambres d'arbitrage. Alors, le droit de la concurrence ou de la distribution, il peut trouver différents lieux, hein. Tu les connais, entre les tribunaux, la DLC, enfin, il y a plusieurs endroits où ça peut se passer. Là, c'est l'arbitrage, il peut y en avoir dans d'autres instances, institutions d'arbitrage où les instances ne sont pas automatiquement spécialisées. Donc là, il y aura une spécialité, ce qui permet par exemple, pour, des distributeurs ou des fournisseurs qui auraient volonté de régler, de trancher un litige en arbitrage, d'avoir la sécurité qu'il y ait pas de précédent. Parce que de toute façon, la décision, elle sera même pas publiée de façon anonymisée s'ils le souhaitent. Elle sera jamais publiée et il y aura pas de précédent. C'est une bonne chose aussi parce D'accord. qu'on a toujours peur du mauvais précédent qui Ouais, part ouais, bien dans sûr. un mauvais sens pour l'un ou l'autre, ou pour les 2 d'ailleurs parfois. Et puis, la médiation, on a trouvé que c'était aussi très, très, très intéressant pour, la distribution, il y a des rapports obligés. Il y a des rapports obligés entre les distributeurs et certains fournisseurs. On ne peut pas les éviter ou très, très difficilement. Donc pour ces questions-là, la médiation peut permettre de donner une solution plus apaisée que d'avoir à faire trancher le litige qui est plus violent, en fait. Et parfois les juges ou les arbitres peuvent trancher, pas toujours là Ouais. où les parties l'auraient souhaité. Donc, la médiation, c'est aussi très important. Donc on a fait une première sélection de 50 arbitres, de 20 médiateurs, on va continuer encore. On a un conseil d'administration bientôt et on va publier cette liste très prochainement D'accord. et puis, dedans, donc il peut y avoir des arbitres,
qui se connaissent et le droit et la distribution, ou des arbitres qui connaissent la distribution et qui, bon, ça dépend de la formation qui sera là, Mmh. mais on veut que ce soit une instance où les questions de distribution soient, enfin que les personnes qui travaillent dessus soient parfaitement informées, au courant, etc. Donc voilà, c'est pas quelque chose en concurrence de qui que ce soit, c'est nouveau, donc il n'y a pas de concurrent, et c'est à côté des juges, à côté des autres institutions arbitrales. Hervé, je voudrais te poser une dernière question. Supposons qu'un jeune, étudiant en droit vienne te voir et te dise: «Mais moi j'ai envie, ma profession d'avocat ça m'attire pas, mais j'ai envie de devenir directeur juridique dans une entreprise». Qu'est-ce que tu lui conseillerais? S'il a envie, je lui conseillerais de le faire, déjà, Ouais. et puis, je pense que les formations juridiques maintenant dans les universités sont vraiment, il y a vraiment elles se sont bien développées et élargies. Elles ont quitté le simple domaine du droit. Quand je dis le simple, il est bien compliqué, mais l'unique domaine du droit pour d'autres choses. Donc j'ai souvent des questions sur des jeunes qui veulent faire d'autres choses un peu comme j'ai fait aussi, parce qu'à Oui. l'époque c'était Ouais. nécessaire, et donc je lui dirais de le faire parce que l'entreprise, c'est une aventure où on participe, au business, en fait. On est dedans, on est dans les réunions quand il y a des choses, on est dans les endroits de décision. Alors les avocats peuvent y être aussi, souvent, et cetera, mais on est vraiment dans l'intimité de la société, surtout quand on devient directeur juridique, où on participe plus, dans les contentieux, comment on va faire, dans un projet, dans un, Et qu'est-ce que tu lui conseillerais comme formation? Tu comme le formation. conseilles de Moi, je pense que les formations M2, dans le droit des affaires, ouais, sont bien. Je pense qu'aujourd'hui quand même, alors c'est ce que je dis, c'est de comme une formation avocat, pas de formation pour les juristes d'entreprise, il y a pas d'obligation aujourd'hui, particulière. Quand même de faire peut-être les formations anglo-saxonnes parce que le droit anglo-saxon, il a vraiment pris une prédominance. Un peu dommage quand même aussi parce que, c'est un au ça étouffe un peu le droit continental comme on dit, et c'est dommage quand même parce qu'il y a une sorte de volonté de le porter au-delà du nécessaire, et je trouve que, bon, mais enfin, c'est indispensable, il faut savoir le faire, donc une une formation formation anglo-saxonne et peut-être anglo-saxonne, le diplôme d'avocat aussi, le enfin, diplôme d'avocat oui, pour aussi, pouvoir, même s'il veut pas pratiquer comme non, avocat, mais il peut mais le faire comme ça si un oui, jour il y a une opportunité. oui, C'est pas, ça prend pas, enfin, oui. c'est pas insurmontable, et donc et après de se lancer dans l'entreprise. Oui, alors après, l'entreprise, c'est quand même un état d'esprit, ça va vite, ça bouge vite, c'est parfois, très protecteur et parfois très dur. Il y a tout à la fois. Heu, Moi, ça m'est arrivé, on rentre dans mon bureau, on me dit: «Voilà, tu pars, à tel endroit, on fait tel truc, c'est demain», et cetera. Bon, ça, je pense que dans les cabinets d'avocats, c'est pareil aussi, hein, mais c'est dans l'entreprise, c'est participer, et dans l'entreprise, on fait plus que du droit parce qu'on donne son avis. Moi, ça, j'ai souvent dit que je donnais des avis qui n'étaient pas toujours juridiques, qui étaient sur d'autres domaines, Bien parce que sûr. on a besoin de quelqu'un qui a l'habitude de raisonner, Est-ce que peut-être, tu vois que des qualités différentes entre celui qui entre l'avocat et le juriste d'entreprise? Est-ce que tu vois une différence essentielle entre les 2 métiers ou qui fera appel à des caractères, différents? Qu'est-ce qui est alors si je prends l'avocat, notamment contentieux, ceux qui ouais. plaident, pour moi, leur point commun entre le juriste et l'avocat, c'est le droit, la pratique Mmh. du droit. Mais alors après, le juriste, il va le faire dans le but de faire ses contrats, de faire ses négos, de réussir à obtenir, ce qu'il a besoin de faire. Et l'avocat, il va connaître le système judiciaire, comment ça fonctionne, comment il doit le, bon, d'ailleurs, dans certains cabinets, des avocats qui font pas de contentieux ne vont pas f sur un domaine, ne vont pas faire le contentieux parce que c'est Ouais. différent. Donc je pense que ça, c'est une des différences. Alors après, sur les avocats qui font pas de contentieux, mais qui font du conseil, je trouve que la différence vient dans l'immersion totale quand on est dans l'entreprise, comment elle fonctionne. Alors il y en a qui sont très bons parce qu'ils l'ont fait avant ou parce qu'ils le savent, ils ont l'intuition, mais il y a d'autres qui ne le savent pas, et parfois le langage dans l'entreprise, la façon de connaître les pouvoirs, comment convaincre. J'ai déjà eu, des conseils qui n'arrivaient pas à convaincre, mes dirigeants, et c'est très embêtant parce qu'on sait qu'il est bien, voilà. Donc je pense que, il y a une connaissance du fonctionnement de l'entreprise. Il y a des règles propres à l'entreprise. Il y en a qui le connaissent ou pas. En tout cas, quand on y est, on ne peut pas éviter de la connaître. Alors pour ça, je trouve que l'avantage, s'il y avait une grande profession d'avocat, en entreprise, il Ouais, y aurait eu des passages et des brassages, ouais. comme il y a à l'étranger, qui vont même jusqu'au juge, qui ne serait pas de mauvaise chose, je pense, et à tous les professionnels du droit. Beaucoup de professionnels du droit aussi donnent des avis, sur des sujets juridiques pour les entreprises. Donc je pense que, oui, il faut y aller, il faut aimer l'entreprise, il faudra aimer être,
un petit peu, c'est pas les mêmes, je pense qu'en cabinet, c'est plus une question de travail, de rapidité, de temps, d'exigence, de temps passé à rédiger aussi, beaucoup plus peut-être qu'en entreprise. Et dans l'entreprise, c'est le fait de réagir à des événements, On est plus dans l'action, en oui, dans fait. l'action. Et on a parfois, on va dire, c'est pas beau, mais il faut le faire quand même, on va le faire comme ça. On peut pas être Ouais, dans la perfection qu'on doit faire dans un cabinet. ouais, La ouais. perfection, c'est quand même important. Voilà ce que je dirais. Mais je dirais d'y aller. Oui. Merci Hervé. Je t'en prie. Merci Louis. Merci. À À bientôt. bientôt.